Mais... Sérieux. La femme normale et lambda. C'est pour ça qu'on me paye. Toi, tu ne mets pas. Salut, moi c'est Alfred. Bienvenue chez Les Femmes Savantes, un podcast conçu, enregistré et monté par mes petites mains pour parler de la place des femmes dans le monde du théâtre. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet que j'évite soigneusement depuis le lancement de ce projet. De la raison essentielle qui m'a poussée à croire que ce travail de recueil de témoignages est nécessaire. Il y a quelque temps, j'ai eu une conversation avec une personne qui travaille sur la mise en lumière des violences sexistes et sexuelles dans les écoles de théâtre et qui m'a fait l'honneur de s'intéresser aux femmes savantes. Elle avait écouté tous mes épisodes et elle m'a posé une question qui m'a un peu surprise. Elle m'a demandé pourquoi il y avait autant de discussions où on parlait de femmes pédagogues violentes, mais aussi peu d'hommes. Je lui ai répondu que je n'étais que la passeuse des histoires qu'on me racontait. Je lui ai répondu que certaines pédagogues peuvent convoquer beaucoup de misogynie intériorisée et que c'est probablement d'autant plus marquant quand on est visé. Je lui ai répondu que ça n'était pas un choix. Puis j'y ai repensé. Et j'ai réalisé que ça n'était pas tout à fait vrai. La raison pour laquelle pour le moment j'ai peu parlé de ces hommes agresseurs est assez paradoxale. C'est parce que les faits qu'on m'a confiés sont bien souvent plus graves que ceux évoqués jusqu'à présent. C'est parce que ces faits-là sont souvent répréhensibles aux yeux de la loi. Et c'est bien plus délicat de témoigner de ces violences-là. Parce que le danger, quand on parle dans ce milieu, c'est de ne plus jamais pouvoir travailler. Et l'autre risque, quand on porte cette parole, c'est d'être poursuivi pour diffamation. C'est pourquoi cet épisode sera entrecoupé de mots censurés pour anonymiser les personnes qui témoignent, mais aussi les agresseurs. Parce qu'il est plus important à mes yeux de protéger mes femmes savantes que de nommer des hommes dont le plus souvent, tout le monde connaît déjà les actions. Dans cet épisode, il peut y avoir des passages un peu difficiles à écouter selon votre sensibilité aux thématiques liées aux violences sexuelles, au viol et au harcèlement. La liste des alertes de contenu est disponible en description de l'épisode. Je précise cependant qu'il n'y aura pas de description directe de viol quand cette thématique est abordée. Mais venons-en au sujet. Lorsque j'ai interrogé Toinette, je savais que, quand elle avait 18 ans, elle a été harcelée par un camarade de classe au cours d'une de ses années de conservatoire. Et je lui ai demandé si elle voulait bien me raconter son histoire. Ouais, je veux bien, mais à vrai dire, pour être tout... Alors ça, je pense que c'est un réflexe de défense un peu psychique, tu vois, quand chacun se défend comme il peut. C'est quelque chose dont je n'ai plus beaucoup de souvenirs. Mais parce que je pense que ça a été traumatisant pour moi. Et vu qu'après, j'ai voulu tout de suite revenir au... En fait, il y avait aussi un truc de... Du coup, une manière de surmonter ça, c'est aussi d'avancer tout de suite et de pas trop... Non, mais en gros, ce que je peux t'en dire, c'est que c'était ce fameux mec, on jouait une scène du misanthrope tous les deux, où pour le coup, c'était avec le groupe en autonomie sur des choses et tout ça, et où le metteur en scène n'était pas beaucoup là, qui était pas, voilà, très... Et où en fait, la scène était très cul, et où du coup, la personne en question... je sais pas comment te dire, mais était très très insistante avec moi. Et il n'y a jamais eu d'acte d'agression, hein. Mais c'était toujours dans la suggestion permanente, quand même la main au cul, voilà, il y a eu ça, des réflexions genre sur le short que je portais, enfin... Et en fait, que des choses comme ça, qui ont créé à un moment une sorte de... C'est plus possible de venir jouer avec cette personne, en fait. C'est vraiment très, très compliqué. Et c'est en plus la scène... Et je te dis, la direction qui a été prise, c'était une scène très, très cul. Et je pense que moi, en plus, c'était un moment où, tu vois, toute jeune, le début, en plus, tu découvres ton corps. Tu vois ce que je veux dire? T'as déjà eu voilà, tes premières histoires et tout, mais t'es pas encore tout à fait OK avec... Enfin, voilà, avec ton corps. Enfin, en plus, ces moments-là, tu vois, un peu de vie, en plus. Et lui était plus âgé, donc pas du tout au même... J'en parle parce que pas au même endroit aussi de ça, tu vois, et de ce qu'on peut se permettre, je pense, avec une jeune femme, tout court.
Et voilà, et ça a été... et en fait, il y a un moment, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait normal ce qui se passait, et que si j'avais peur comme ça, et que si ça me tendait énormément... puis lui, tu vois, il me disait des phrases comme si oui, mais du coup, tu veux pas répéter avec moi, tu veux pas travailler, tu vois, enfin... ça a été très... Ouais, ça a été très dur. Et c'est un peu les souvenirs que j'ai, en fait, aujourd'hui. Parce que j'ai un peu fait un truc... il a appelé mon père, après, pour me parler, pour s'excuser. J'ai jamais voulu lui parler. J'avais pas... Et en fait, je l'ai recroisé des années après, où il est venu pour faire un stage, où il est devenu assistant cinéma. C'était la semaine cinéma, et je l'ai vu, j'ai fait genre, waouh, en fait, là, ce qui se passe, c'est pas possible. Et en fait, dès que je l'ai vu ici, j'ai remarqué que c'était du coup un trauma qui avait pas été trop... Comme quoi la stratégie de je le mets de côté et move on, bon, c'est quand même bien d'en parler justement un moment, quoi, pour percer le truc. Et quand je l'ai vu, vraiment, j'ai fait comme ça, et j'ai dit que je ferais pas cette semaine-là. Enfin, que je voulais pas être en présence de ce type, quoi. Et du coup, les propos très crus qu'il a eu envers toi et la main au cul, etc., c'était au plateau ou c'était en dehors? On répète. Pas devant les autres. C'est ça qui était compliqué. En fait, c'est marrant. Enfin, tu dis qu'il t'a pas agressé et la seconde d'après, tu dis qu'il t'a mis une main au cul. Oui, mais ça, c'est parce que en fait, c'est parce que c'est le geste qui m'a, tu vois, dont je me souviens. Je sais qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais je sais qu'il y a eu ce geste-là, où justement, ça a été un peu un truc de conscience aussi de ce qui se passait. Mais sinon, c'était très verbal. C'était tout le temps des allusions, c'était enfin, c'était très très lourd, quoi. Mais pas, tu vois, le très très lourd, un mot. Enfin, puis je pense qu'aussi, du fait de mon âge. Ici, je dois couper la discussion avec Toinette, car dans son récit, elle m'a donné trop de noms pour que je puisse anonymiser les personnes sans que le propos ne soit inaudible. Je vais donc vous résumer ce qui a suivi. Toinette a d'abord prévenu l'un de ses professeurs, qui lui a répondu, et je cite, « Mais qu'est-ce que tu crois, ça va être comme ça dans ce métier ?» Ne voulant pas retourner en répétition, elle en a parlé à ses parents, qui ont alerté le conservatoire. Les professeurs n'ont eu d'autre choix que de convoquer l'élève agresseur. Le professeur cité plus haut a donc rectifié son discours face à la situation, mais ils l'ont quand même fait jouer, lui, et pas moi. Attends, je comprends pas, ils l'ont fait jouer dans leur spectacle ? Dans le spectacle qu'on montait, donc le Misanthrope, et moi, du coup, je ne suis pas venue jouer, et c'est lui qui a joué. Je vais probablement enfoncer une porte ouverte, mais pour rappel, protéger les victimes en les excluant des activités où sont conviés leurs agresseurs, c'est conforter le droit à agresser. Parce que pour que des cas comme celui-ci puissent exister aussi facilement, c'est parce que l'établissement laisse faire. Comment voulez-vous que les agresseurs puissent entrevoir la gravité de leurs actes si on les encourage ? J'ajouterais que Toinette a changé de groupe de travail l'année suivante pour ne plus être en cours avec le professeur dont nous parlions plus haut. Mais revenons à la suite du parcours de Toinette. Après, c'est pour ça que quand je l'ai revu, j'ai pas voulu aussi... Là, c'est moi qui ai choisi, j'avais pas envie de lui qui vienne... Enfin... Parce qu'après, j'ai pas envie de me dire qu'il est resté... Tu vois, j'ai aussi envie de me dire que c'était peut-être là... et que c'est après, j'ai pas envie que ça soit un truc non plus qu'il poursuit. Enfin, tu vois, un truc de... Mais en même temps, j'ai pas envie de me dire que ce qui s'est passé était normal et que c'était de ma faute. Parce que c'est un truc que j'ai déjà trop porté un peu. C'est de ma faute, ça, ce qui s'est passé. Et parce qu'après, tu vois, vu que c'est un truc qui est moral, donc c'est ça, hein, toute la difficulté, c'est comment le prouver, en fait. Donc les gens te font ah bon, mais du coup, c'est que tu vois, et c'est pour ça que je crois que j'ai du mal à en parler encore aujourd'hui. C'est que du coup, à chaque fois, j'ai l'impression d'être un peu folle, tu vois, quand je parle de cette chose que j'ai vécue. Et du coup, pour moi, c'est toujours très violent d'en parler, de cette situation-là. Parce que j'ai toujours l'impression de pas être claire, de pas pouvoir en parler, enfin, c'est très bizarre, tu vois, comme sensation, en fait. Le harcèlement moral, c'est difficile d'en parler. En revanche, il faut rappeler que ça existe et que c'est puni par la loi. C'est un délit, défini clairement par le code pénal dans ces termes. Harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Dans ce contexte, où il s'agit de 2 élèves majeurs,
et que la personne harcelée n'a pas eu d'incapacité totale de travailler de plus de 8 jours, le harceleur est passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Si je vous parle de loi, c'est parce que l'ensemble de ce qui va suivre est également défini au code pénal. Pour notre prochain témoignage, il ne s'agit plus d'un délit, mais bien d'un crime passible de 15 ans de réclusion criminelle. C'est au détour d'un tout autre sujet qu'Aglante m'a fait cette confidence abrupte qui m'a laissé sans voix. En fait, j'ai été violée par un camarade de classe. Ok. Voilà. This escalated quickly. Yes. Et en fait, beaucoup étaient au courant de ce qui s'est passé. Et après, c'est un souhait de ma part aussi de ne pas faire de vagues. Tu vois, se dire non mais je vais pas détruire l'école, tu vois, d'autres gens pour ma petite histoire personnelle comme ça. Voilà. Ce que je regrette amèrement d'ailleurs, mais les choses sont faites. Mais pour le coup, je crois que à la sortie de je me suis dit mais en fait je me suis rendu compte aussi à quel point les gens étaient au courant et à quel point personne n'est venu me voir à ce moment-là me dire si tu veux en parler à l'administration, on est là. Personne n'a fait. Et que moi, j'avais pas envie, en fait, de le faire parce que j'avais peur, parce que j'avais pas envie de faire de vagues, parce que j'avais pas envie d'avoir l'impression de détruire 3 ans enfin, alors que c'est complètement stupide, hein, maintenant je m'en rends compte, mais... Voilà. Et que c'est après, en fait, que j'ai reçu... C'est à la fin de que des meufs de ma promo sont venues me voir en disant, bah écoute, là, on en a parlé à telle metteuse en scène... voilà, parce qu'on veut pas que ce mec-là en question joue dans ce projet-là. Est-ce que t'es d'accord si on en parle? Et je fais oui, d'accord, carrément. Et merci. Et en fait, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais on est désolé en fait de pas. Voilà. Du coup, dans la chronologie, c'est arrivé quand ce viol? Première année. Et toi, t'en as parlé à des gens de ta promo ou pas du tout? J'en parlais à mes colocs. Qui faisait partie de ma promo. Ouais. J'en parlais à mes colocs, mais en fait au départ j'en ai pas parlé. Et je crois que c'est fin de 2e année, début de 3e, je me suis dit non en fait il faut que les gens soient au courant en fait. Donc j'en ai parlé un peu plus à mes camarades. Mais il y en avait quand même qui étaient pas au courant, mais il y en avait une bonne partie qui était au courant. Et à ton avis, tu me dis si c'est trop intrusif. Hein. Oui. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que tu as commencé par pas en parler? Ben, c'est la peur en fait. Il y a une forme de peur et puis il y avait une envie de... Il y avait la crainte d'être... comment dire... de briser en fait un bout d'école, tu vois, enfin un bout de promo, un bout de et puis pour faire quoi, enfin le virer, le pas le virer, enfin ça a été très compliqué et je me suis dit mais non en fait je peux gérer ça toute seule, je peux le prendre sur moi en fait. Ouais, je me vois pas confronter l'administration, je me vois pas j'étais un peu perdue en fait dans la possibilité que j'avais de dire que ce mec là en fait, mais en plus il a fait des actions, genre vraiment je pense que ce mec est un malade, hein, clairement. Et au sein de l'école? Au sein de l'école, ouais, en impro. Moi j'ai le souvenir d'avoir été tellement choquée sur une impro avec une de mes camarades. Genre vraiment de vouloir absolument lui ouvrir les jambes, alors qu'elle a essayé de refermer et qu'en fait personne ne s'est... Moi je m'offusquais, mais en fait personne s'est levé pour dire là, enfin une fois tu te dis ok, bon c'est l'impro, on va passer à autre chose. Et en fait non, il continuait vraiment à vouloir lui ouvrir les jambes. Ah mais ni les profs, je sais plus c'était quoi comme... J'ai juste l'image de ce moment-là très précis. Je sais plus c'est quoi comme stage, je sais plus qui c'est qui était... le pédagogue ou la pédagogue, je sais plus du tout, tu vois. Mais il y avait vraiment... mais ouais, je me suis pas... J'avais peur de gâcher un truc, mais ce qui est stupide, en fait, parce que...
Non, ça peut pas s'intellectualiser tant que ça. C'est pas stupide, c'est des réflexes assez récurrents. Mais ouais, fin de 3e année, j'en ai un peu plus parlé. Ouais. Et puis, lui, je l'ai confronté, en fait, parce qu'il bosse avec il a bossé avec une metteuse en scène avec qui je bosse, et avec qui j'ai bossé. Mais, et sur un festival d'ouverture de salles, il était là, et en fait, je l'ai confronté, quoi. Je lui ai dit, en fait, voilà ce que t'as fait, comme ça. Parce qu'il n'arrivait pas à entendre, d'ailleurs, au départ. Ouais, mais je l'ai confronté, enfin vraiment je lui ai dit, ça m'a fait du bien en fait, vraiment, de lui dire tu es le dernier des connards en fait. Voilà, ça m'a fait du bien, donc voilà. Et dans ce contexte-là d'école, est-ce que tu sais s'il y a eu d'autres problèmes qui ont été posés de ce type-là, d'agression ou pas du tout? Pas forcément de ce mec-là. Oui. La promo d'après ont eu des soucis aussi d'harcèlement, enfin, ouais, des soucis d'harcèlement avec un camarade, et en fait toute la promo a commencé par le confronter lui, vraiment. Et après on a parlé à l'administration l'administration de l'école leur a répondu oui, bah vous vous démerdez entre vous. Yes, et merci. On se sent protégé dans cette école, hein, bravo. L'école, encore. Ce lieu qu'on a tant évoqué. Ce lieu où l'on arrive infiniment heureux d'y être parvenu, mais extrêmement jeune et fragile. Ce lieu où rien n'est mis en place pour lutter contre les violences exercées entre élèves, ni contre les violences exercées sur les élèves par des professeurs. Comment peut-on sortir de telles formations en sachant se préserver et préserver l'autre? Parce que les violences ne s'arrêtent pas en intégrant le monde professionnel du spectacle vivant. Bien au contraire. C'est ce dont je parlais avec Orphise. Je lui disais ma lassitude de ce fonctionnement de prédation sur lequel elle a su poser les mots justes. Parce qu'en fait, on n'a tacitement pas le droit de dire non. Il y a toujours le choix. Mais en fait, quand il y a un levier de pouvoir aussi puissant, c'est très difficile de dire non parce que tu sais que ça veut dire que ta carrière est terminée. En fait, une carrière terminée, pour sauver sa propre âme, ça vaut le coup parce que le poids est vite choisi. Mais en réalité, je veux dire, c'est quand du jour au lendemain t'as plus de travail, c'est aussi... Enfin voilà, c'est aussi qu'à chaque fois, la personne, elle te dit bois. Pour elle, il n'y a aucun enjeu. Pour toi, il y a une carrière. C'est toujours ça. C'est une inégalité tellement grande. Tellement grande. Dire non, c'est compliqué, quoi. C'est nécessaire, parce qu'il faut en plus sortir de cette merde, mais je pense que il faut réfléchir et entendre à quel point, tacitement, le non est interdit, en fait. Tacitement. Dire non, ça peut être la fin tacite d'une carrière ou, si on veut pinailler, de la possibilité de travailler avec ce metteur en scène et l'ensemble des personnes de son réseau, qui peut être à l'échelle régionale ou nationale. Frosine m'a raconté comment, dans sa collaboration avec un metteur en scène renommé, elle s'est rendue compte qu'il attendait d'elle autre chose que du travail. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec et auprès d'un homme plutôt influent dans le milieu. Donc j'étais à la fois assistante à la mise en scène et comédienne sur un autre spectacle. Et ce que je peux dire du travail avec cet homme-là, c'est que j'étais contente quand il était absent, parce qu'être en sa présence n'était pas forcément évident et me mettait foncièrement mal à l'aise. Alors peut-être pas au départ, puisque les rapports tout frais font que la distance nécessaire est de mise, mais au fur et à mesure du temps, effectivement, il se permettait une posture que j'avais de plus en plus de mal à vivre, tout simplement. Alors quand je parle de posture, par exemple, ça passe par déjà pas de distance physique, donc quand on se dit bonjour, c'est la bise, mais alors la bise, on sent le corps chaud de l'autre contre le sien, ça a beau durer 2 secondes,
voilà, hein, c'est assez malaisant. Des petites bises au niveau de la commissure des lèvres, l'air de rien. Donc pareil, hein, c'est très rapide, c'est fugace, mais néanmoins ça arrive. En tant que comédienne, c'est les deux seuls rôles, non, mais en tout cas avec lui, j'ai toujours été habillée, voilà, c'était toujours des robes crayon, très moulantes, il fallait que je sois mise en valeur, enfin que le corps de la femme que j'avais soit mis en valeur. Je pense pas que... Enfin, si j'avais continué à bosser avec lui, je pense pas un jour me retrouver en pantalon sous cette direction, en tout cas. Donc, voilà, c'est un homme, quand il vous regarde, il voit pas la comédienne, il voit une femme, il voit son corps, quoi. On le sent tout de suite au regard, à la façon de choisir les costumes, au maquillage, à voir, à la coiffure, etc. Que puis-je dire d'autre ? Il se trouve que sur l'un des spectacles, donc il n'y avait que des comédiens hommes, sauf moi et une autre jeune femme comédienne. On s'entendait très bien, on se connaissait déjà du spectacle précédent avec ce même metteur en scène, sauf que sur le spectacle précédent, il y avait beaucoup plus de femmes. Et là, on se retrouvait les deux seules femmes et puis que des hommes. Et on avait pris pour habitude, et au départ sans se le dire, parce qu'on verbalisait pas forcément la manière qu'on avait de se sentir mal à l'aise au départ avec lui. Et en fait, on a fini par se rendre compte qu'on faisait tout pour être toujours l'une avec l'autre, pour pas se retrouver toute seule en fait avec lui, soit dans les loges, au moment où on se préparait, même dans nos déplacements, parce que c'était un spectacle voilà, où il y avait de la déambulation, et même pendant les déambulations, on essayait de pas se retrouver seul. Voilà, et quand on a fini par se le verbaliser et par s'en rendre compte et à se dire, mais en fait, tu sais, moi je fais tout pour... voilà, et ça a été une sorte de pacte entre nous, voilà, on reste les deux ensemble et on fait en sorte de ne pas se retrouver. Et là, on s'est dit que c'était quand même hyper symptomatique et qu'il y avait quand même quelque chose de grave dans notre relation à cet homme-là, quoi. Voilà. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il t'a déjà fait des propositions qui n'étaient pas des propositions liées au travail ? Disons que déjà dans un cadre professionnel, dans les murs de lieux où on est là pour le travail et on est là pour... en fait, on se voit autour du projet qui nous rassemble. Donc pour moi, ça me paraissait tout à fait logique de se voir dans ce contexte-là, puisque c'était ce qui faisait qu'on était mis en relation. Il a pu me proposer d'aller au cinéma, d'aller manger un bout dans un resto... voilà, et là j'ai toujours refusé parce que en fait je voyais pas pourquoi la nature de nos relations, alors même si dans le milieu voilà, ça se fait d'aller bouffer un morceau, d'aller casser la croûte, il y a des moments aussi oui où c'est des moments très mondains où il faut boire des verres, se serrer la main, s'auto-congratuler les uns les autres, ça fait partie du truc, mais comme lui me mettait déjà très mal à l'aise rien que dans le cadre professionnel autour du projet qui nous rassemblait, je me suis toujours dit non, ne te retrouve jamais dans un cadre non professionnel avec cet homme-là. Enfin, tu ne sais pas ce qui pourrait se passer en fait. Et je me suis toujours bien gardée. Et je me disais toujours, tu vois, ma poule, là tu dis non, t'auras jamais rien. Enfin, il ne te donnera jamais rien. Enfin, il ne t'offrira. Enfin, professionnellement, tu signes le fait qu'il ne te proposera jamais rien. Alors c'est peut-être présomptueux, hein, parce qu'en plus à côté de ça, en plus, à l'époque, j'étais plus jeune, donc j'avais une estime de moi en tant que comédienne qui n'était pas folle, et je pensais déjà ne pas mériter d'accéder à grand-chose. Mais en tout cas, en disant non à ce type de proposition, je sentais très clairement que oui, il me donnerait accès à rien, et qu'il attendait un peu que j'accède à ce type de rencontre, peut-être pour me proposer plus, parce qu'il y avait toujours ce truc de au fait, tu sais, j'aimerais échanger d'un truc avec toi, faudrait que tu passes à la maison, ou qu'on aille manger un truc ensemble, voilà, bon. Et du coup, il trouvait pas d'autres moments pour me parler de projet ou pour me proposer autre chose que ce qui avait pu être proposé jusque-là. Donc, j'en ai déduit de manière factuelle qu'effectivement, il fallait que j'accède à ces propositions pour qu'il me parle de projet, quoi. Est-ce que tu remercies le toi du passé qui a refusé ? Ah oui, oui.
Parce qu'en plus, j'ai pas un caractère fort. Enfin, je veux dire, peut-être que d'autres femmes, au moment des bises, à la commissure des lèvres, voilà, auraient pu lui dire. Enfin, peut-être qu'il y a, voilà, il y a des femmes qui sont assez fortes. Enfin, fortes, je me sens pas faible, hein, mais c'est vrai que j'ai pas non plus un caractère à tout de suite. J'ai du mal à réagir sur l'instant T, quoi. C'est après, en prenant du recul sur les choses, où je peux me dire, bon, là, ma cocotte, la prochaine fois, tu vas plus éviter de te retrouver dans cette situation-là. Donc, tu vas éviter de faire la bise, par exemple. Tu vas trouver un autre moyen, une pirouette pour pas te retrouver dans cette situation-là. Mais oui, en plus, je suis pas quelqu'un qui va lui mettre une claque parce que il a failli m'embrasser, quoi. Voilà. Ce que décrit Frosine correspond concrètement à la définition du harcèlement sexuel. Et même de l'agression sexuelle, en fait. Parce que chercher à embrasser quelqu'un sans son consentement, eh bien c'est une agression sexuelle. Il est apparu dans notre discussion que cet homme avait ces comportements non seulement avec Frosine, mais également avec toutes les autres femmes qui travaillaient auprès de lui. J'ai donc demandé comment il interagissait au quotidien avec ces femmes. En fait, c'était les mêmes qu'avec moi, hein, sensiblement. Donc, tout à l'heure, on parlait des petits bisous sur le coin des lèvres, mais il y avait aussi des surnoms, quoi. Enfin, c'était ma chérie, mon amour, balancé comme ça, quoi, dans le couloir. Ah, t'es belle, mon amour. Sauf que, enfin, je veux dire, personne m'appelle mon amour à part mon compagnon et, enfin, ma chérie, à la limite, mon père, quoi. Et encore que, voilà, c'est pas. C'est pas encore trop le cas, quoi, mais je trouvais ça déplacé et je voyais bien que c'était systématique. Il suffisait d'avoir un vagin pour se faire appeler ma chérie ou voilà. Je crois qu'il faut préciser un point de définition. Parce qu'une chose peut être difficile à percevoir pour les néophytes quand on regarde les métiers du spectacle. Dans ce contexte, le metteur en scène n'est pas simplement une personne de la même équipe artistique que ces femmes. Il est directement leur employeur. En soi, le harcèlement sexuel est un délit punissable d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. En cas d'abus d'autorité, de la part d'un supérieur hiérarchique par exemple, cette peine peut être portée à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Par ailleurs, tout salarié ayant commis des agissements de harcèlement sexuel est passible de sanctions disciplinaires, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et pourtant, Marianne souligne la contradiction ironique qu'il y a entre une volonté affirmée de porter les sujets sociétaux sur la scène, dans la création artistique, et le fait de faire payer le prix fort à celles qui voudraient témoigner de ces problématiques au sein de l'institution théâtrale. On parle justement, il y a des spectacles qui parlent de sexisme, de stress à l'emploi, du burn-out, du monde du travail, de l'entreprise. Mais par contre, il y a un article qui sort sur le milieu sexiste en dénonçant en fait des metteurs en scène. On connaît toutes et tous des personnes qui ont fait ces témoignages-là et qui se font blacklister, qui se font ghoster. Donc on a un réel souci. On connaît toutes des femmes qui ont témoigné. Depuis quelques années, affluent ces témoignages de victimes de metteurs en scène et de comédiens. Des témoignages qu'on découvre au fil d'articles reportages étoffés et de procès peu concluants. C'est en lisant l'un de ces articles que Phyllis s'est rappelée d'une de ses camarades de classe. Non mais tu sais, tout le truc autour de... Tu vois, et en fait je me rends compte qu'il y a... Et je m'en suis rendu compte après qu'il y a 15 ans, donc quand j'étais dans les cours privés au tout début et tout, il y avait une fille beaucoup plus âgée, elle devait avoir 4-5 ans de plus que moi, 5 ans peut-être. Et elle était dans la promo au-dessus de moi. Et elle me raconte qu'en fait, elle faisait et qu'il y avait le metteur en scène qui l'avait invité chez elle et qui lui avait dit mais pour être une vraie actrice, faut se foutre à poil et tout. Et en vrai, je me souviens de tout ce qu'elle m'a raconté. Et on était 2 et sur le coup, on n'a rien fait d'autre que c'est chaud. Et en vrai, ça me... Quand il y a eu tout le truc après avec le MeToo et que c'est sorti, que son nom est sorti, qu'il y a eu des dizaines de témoignages et tout, et je me dis mais en fait on avait parlé il y a 15 ans et je fais mais c'est horrible de se dire en fait on savait, on n'a rien fait et pourquoi, enfin
Et en plus, dans les cours privés qu'on avait, moi, j'avais pas du tout ce genre de relation, mais elle entretenait un truc un peu flou comme ça. Je trouvais ça trop bizarre, mais parce qu'en fait, on lui avait dit, elle était tout le temps dans la séduction et tout, parce que on lui avait appris qu'en fait, sinon, tu t'étais rien, quoi, tu vois, genre. Et elle a arrêté. Et c'est trop dommage. Ouais, totalement après, ouais. Elle a fait, du coup, les 2 ans de cours privés, elle a tenté des écoles, elle les a pas eu, elle a eu une sorte de dégoût un peu de ce milieu, quoi. Mais normal, en vrai. En vrai, c'est normal. Mais juste sur le coup, on réagit pas, on fait « Ah ouais, c'est chaud ». Je me suis demandé ce qui faisait qu'on réagissait ou non, ce qui faisait qu'on voulait porter une parole ou pas. J'ai demandé à Nérine, qui a eu le courage de dénoncer son violeur, ce qu'il avait décidé à parler. À un moment donné, je crois que quelqu'un m'a dit « Mais est-ce que tu crois que c'est arrivé à d'autres personnes ?» Et je crois que je m'étais jamais posé la question là, du coup. Parce que déjà, j'ai un peu atterri de « Ok, ça m'est arrivé ». Et en fait, quand il y a eu cette question-là, je me suis dit « Mais en fait, c'est vrai, s'il a fait ça, peut-être il l'a fait à d'autres. » Et là, je me suis dit « Il faut que j'aille demander aux autres personnes qui étaient avec moi à cette époque-là, dans la formation que je suivais. » Et c'est en entendant plusieurs personnes pas étonnées qui me disent « Ah bon, je suis pas si surprise que ça. Ah ouais, c'est vrai, il avait un rapport bizarre avec toi. » Et puis tout à coup me dire... Et puis après, ah ouais, mais il avait aussi un rapport bizarre avec moi. Ah, mais moi, il m'a fait ça, moi. Et là, j'ai commencé à me dire, ok. Donc en fait, il a fait ça, et ce mec, il continue à travailler. Et moi, j'ai pas envie que ça arrive à d'autres personnes. Je crois que c'est ça qui m'a un peu guidée. Un truc de... En fait, il faut que ça s'arrête. Ce mec ne peut plus travailler. Orphise aussi a décidé de prendre la parole pour dénoncer l'homme qui l'a agressée sexuellement. Je lui ai demandé combien de temps cela avait pris entre le moment de l'agression et le moment où elle a choisi de parler. Ça m'a pris longtemps en fait, parce que quand l'agression a eu lieu, ma première réaction a été de me dire que c'était de ma faute, que j'aurais jamais dû venir chez lui et que je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Ensuite, ma deuxième réaction a été d'en parler à une copine qui m'a dit « Tiens, c'est marrant, il m'est arrivé la même chose avec mon cousin. » Ça, c'était quelques jours après. Et quand elle m'a dit ça, en fait, ça m'a comme confirmé dans cette chose dont je parlais tout à l'heure, qui est en fait la vision globale sur le fait que là, c'était pas une vraie agression, c'était juste un truc genre « ça va ». Et du coup, j'ai enterré le truc. Je l'ai même recroisé 2 fois ou 3 fois, comme ça, en extérieur. On a eu des échanges de théâtre, enfin des échanges, il se passe rien, mais tout le monde est cordial, enfin voilà. Et en fait, donc c'est l'amie avec qui j'avais parlé de cet épisode m'a rappelé. Et en fait, elle était inquiète pour moi et elle se demandait si j'avais pas minimisé ce qui s'était produit avec lui, ce qui m'a vachement déstabilisée. Et en fait, à ce moment-là, j'ai appris qu'il y avait eu viol. Pas de moi, hein, mais voilà. Et quand j'ai compris ça, là, d'un seul coup, c'est comme si je me mettais à regarder J'avais retourné la chaussette, quoi. D'un coup, je me suis dit, ah, ok, en fait, t'es pas victime d'un truc dont t'es à moitié coupable parce que t'aurais pas dû faire ci ou ça et qui, en fait, c'est pas si grave. T'es impur dans un système. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à penser comme ça, j'ai plus cessé de penser comme ça. Et du coup, le témoignage et les démarches que j'ai faites par la suite, je pense, ont été orientées par cette vision nouvelle que j'avais. Et d'ailleurs, j'ai commencé à regarder aussi cette personne, je vais dire l'agresseur, comme un pion. Enfin, j'ai regardé tout le monde comme des pions, en fait. D'un coup, je me suis dit, en fait, c'est une guerre. Et dans cette guerre, tout le monde a un pouvoir d'action. Et quel est le tien, en fait? Qu'est-ce que tu peux faire pour faire avancer ta cause dans cette guerre? C'est à partir de là, j'ai commencé
a estimé que c'était pas important pour moi, mais indispensable politiquement de le faire. Et à partir du moment où j'ai commencé à le faire, j'ai réalisé que ça me faisait aussi du bien. Mais en fait, ça s'est fait comme ça. Tu sais à peu près combien de nanas ont été... ont dit avoir été agressées par cette personne? C'est compliqué pour moi de répondre à cette question. Il y en a 4 dont je peux dire de façon tranquille qu'effectivement elles se sont... dont une qui s'est rétractée. Et il y en a 4 autres qui ont évoqué des choses et qui se sont rétractées. Si je compte tout ce que j'ai entendu, il y a 8 personnes, mais beaucoup d'entre elles se positionnent pas en fait sur ce qu'elles ont véritablement vécu ou sur ce qu'elles veulent nommer. Donc voilà. Le moment où tu t'es rendu compte que tu n'étais pas seule par rapport à ça, mais que du coup c'était un truc qui était un système mis en place et pas juste toi qui n'aurais pas dû. Est-ce que ça a été un soulagement ou pas? Oui et non. Je peux pas aller jusqu'à dire que c'était un soulagement, mais c'est vrai que c'était quand même se débarrasser de la faute. Donc ça, c'était quand même allégeant, même si en fait se débarrasser de la faute, c'est pas vrai parce que j'ai continué de la porter très fort, d'autant plus que quand j'ai commencé à parler, les gens m'ont renvoyé cette vision dont je parlais, que j'avais moi-même en fait avant de switcher, qui était, mais enfin, pourquoi tu fermes pas ta gueule avec ce truc de rien qui t'est arrivé, pourquoi tu remues la terre pour... C'est quoi ton problème en fait? Donc la faute m'est revenue comme un boomerang, quoi. Donc il a vraiment fallu... il a fallu que je m'en débarrasse... à la pelle, quoi. Ça a été dur, vraiment. Donc, je peux pas parler de soulagement. J'ai beaucoup plus souffert d'avoir ouvert ma gueule que d'avoir été agressée. Beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est incomparable, la violence qui m'est arrivée ensuite. Morale, je veux dire, pour le coup. Voilà. Par contre, ça m'a donné de la force. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Petit à petit, ça s'est pas fait tout de suite. Mais aujourd'hui, j'ai tellement plus de force qu'il y a 2 ans. Mais c'est... redoutable. Je suis plus du tout la même personne qu'il y a 2 ans. Après avoir commencé à parler, je me suis dit je vais jamais me relever. J'ai commencé à faire une formation de massage. Et puis le jeu est revenu. Le metteur en scène avec qui je travaille, qui était très avec moi là-dessus, m'a dit il faut vraiment que tu retournes au théâtre. Il m'a aidé à retourner au théâtre, voilà. Parce que je pouvais plus aller dans les théâtres. J'ai eu une période où je pouvais plus aller au théâtre. C'était impossible. Donc petit à petit, j'ai toujours la boule au ventre quand j'y vais d'ailleurs, mais maintenant j'y vais. Et donc petit à petit, je me suis remise dedans, et me remettant dedans, en fait, j'ai senti que je commençais à redevenir légitime en fait à travailler, quoi. Voilà. C'est à ce moment-là que tu as envisagé d'arrêter? J'ai envisagé d'arrêter juste après, qui était la période la plus dure du moment où j'ai décidé. Donc j'ai fait une dépression en fait qui a duré quelques. Enfin, j'ai pas été diagnostiquée dépressive, mais en fait, j'ai dû arrêter de boire. Je pleurais tout le temps. Enfin, j'étais en dépression, quoi. Ça a duré, je pense, 6 ou 7 mois. Et quand la dépression a commencé à se calmer, là, j'ai recommencé à envisager faire du théâtre. Certaines reprennent le théâtre. Certaines n'arrêtent jamais. Certaines arrêtent définitivement. Et certaines estiment avoir arrêté à temps, avant, et s'être protégées de ce métier qui pourtant leur plaisait tant. Combien de nanas qui ont continué ont été abusées par des metteurs en scène, où on leur a proposé un beau rôle mais il fallait passer sous la table. Pareil pour les photos. Parlons-en des books, les books de comédiens, où c'est gratuit mais faut sucer. Enfin, pardon, mais c'est ça, quoi. C'est exactement ça. Des nanas qui se sont retrouvées à poil parce qu'elles sont petit à petit, je dis des enfants, c'est pas méchant, parce que moi, à 19 ans, on m'aurait dit que j'étais une gamine, je l'aurais très mal pris. Je dis pas qu'elles sont immatures, c'est pas ça. Ça dépend de l'âge, ça dépend pas de l'âge, justement, ça dépend de la personne, hein. Mais on a quand même une différence. On peut avoir une maturité intellectuelle qui est hyper puissante et une maturité affective qui est encore celle un peu d'une ado, quoi. Et c'est là-dessus qui trouve la brèche et qui nous détruisent, quoi, qui viennent nous agresser, en fait.
Et moi, je sais que je considère que j'ai arrêté au bon moment, mais j'ai arrêté vraiment à cause de ça, parce que je me suis dit, si tu continues, au bout d'un moment, ça va arriver. Ça va arriver. Il y avait un côté, c'est un peu passage obligé, quoi. Mais non, c'est pas passage obligé, c'est juste, il faut se donner au metteur en scène. Mais il faut se donner quoi? Oh, j'en bats mon cul. Les entretiens avec mes femmes savantes ont été des échanges plus que des interviews. Elles m'ont raconté leurs histoires et je leur ai raconté les miennes. Moi aussi, j'ai été agressée sexuellement et j'ai décidé d'en parler tout d'abord à Elmire, de lui raconter les 2 trucs qui se sont passés. Des trucs... un truc qui peut passer pour très random, où il m'a embrassée de force en se dissimulant aux yeux des autres, plus ou moins. Mais un truc où il y avait beaucoup de gens, du coup c'était un peu surréaliste, quoi. Il m'a sauté dessus dans un coin, il m'a embrassé, il est parti. Et ce mec, à l'époque, donc il a 30 ans de plus que moi, donc à l'époque il avait plus du double de mon âge. Et un jour, sous prétexte de me proposer du boulot, il m'a proposé de venir chez lui, il m'a servi pas mal de vin rouge. J'ai la chance d'avoir une bonne génétique pour tenir l'alcool, du coup ça allait quand même point de vue ébriété. Et je ne sais pas par quel miracle, parce que en fait ton cerveau efface un peu. Moi, mon cerveau en tout cas a frisé, a effacé quand même pas mal de détails de cette soirée. Donc je suis dans un moment d'euphorie où je viens d'obtenir du travail. Et un boulot trop chouette. Et exactement ce que j'aurais voulu faire à ce moment-là. Il m'a plus ou moins fait visiter son appartement à un moment et je me retrouve dans sa piaule. Et je ne sais pas par quelle magie, je suppose qu'il m'a dit que j'étais stressée, parce que j'ai fini par apprendre que c'était la technique qu'il utilisait avec tout le monde. Il a fini par réussir à me faire un espèce de massage où j'étais à moitié à poil sur son lit. C'était surréaliste, si tu veux. Et en fait, il y a un moment, dans ce moment où je suis à moitié nue sur son lit, sur le ventre, et qui me fait un massage qui me détend, mais pas du tout, parce que dans mon cerveau, je suis en train de me dire, ok, comment tu fais pour partir maintenant? Parce qu'en fait, t'es là. Et du coup, si t'es là, c'est de ta faute. Enfin, il y a un moment où si t'es là, c'est de ta faute, c'est que t'as bien cherché. Et puis je veux dire, il vient de te proposer du boulot, c'est bien que... Et puis s'il pense que c'est ça que tu dois lui donner en échange, c'est probablement que toi, t'as pas été clair. Ouais, exactement. Et en fait, j'ai une chance à la con, c'est qu'il y a eu un moment où je suis allongée sur le ventre, il est en train de me faire un massage et il me dit « Qu'est-ce que t'as la peau douce ?» Et je ne sais pas pourquoi, ce truc, ça m'a fait « ting !» Et dans mon cerveau, ça a fait « Mais attends, il se passe un truc délirant là. » Et là, je me suis assise et je lui dis « Bah ouais, mais en fait, c'est parce que je suis jeune en fait. » Il m'a dit « Non, mais même pour ton âge, je fais « Ah non, je crois que t'as pas compris, c'est qu'en fait, je suis jeune, genre très jeune. C'est pour ça que j'ai la peau douce et je vais y aller. » Et je suis partie. J'ai quitté son appart, je pensais que j'aurais pas le boulot qu'il m'avait proposé. Et du coup, c'est quelque chose dont à l'époque, je n'ai parlé avec personne. Personne, aucune amie, pas mon mec à l'époque, personne. Je suis rentrée chez moi avec ce petit fardeau-là et je l'ai gardé pendant 10 ans. Et un jour, moi, je pensais à du coup être toute seule dans cette situation. Et du coup, avec ce poids de culpabilité, et en même temps, le fait que en fait, ton petit cadeau, là, de culpabilité, tu le ranges dans un placard, tu fermes. Et puis, il y a ce moment où j'ai découvert, en recevant un mail, qu'il n'y avait pas que moi, qu'on était tranquillement une dizaine, sur une période assez courte. Donc, en fait, il y a pas mal de personnes qui ont été agressées par cet homme que je connaissais, avec qui je travaillais à l'époque, qui avaient mon âge, voire un peu plus jeune, qui étaient des copines, enfin en tout cas des gens que j'aimais bien. Que tu connaissais. Que je connaissais. Et vous en aviez jamais. On n'en a jamais parlé. Jamais. Mais moi j'étais persuadée d'être seule. La technique perverse, elle consiste à ça. Et moi je pensais que j'étais seule et elle pensait qu'elles étaient seules. Enfin, et c'est pour ça que tu culpabilises, parce que tu dis, si ça m'arrive à moi, c'est que j'ai dû l'induire quelque part. Là, tu te dis, je l'ai bien cherché, tu vois. Je n'avais aucune conscience au moment des faits qu'il s'agissait d'un cas d'agression sexuelle. Je n'avais aucune conscience qu'il s'agissait d'un délit, passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ni que, dans ce cas précis, d'une ascendance hiérarchique par l'agresseur et de l'emprise de l'alcool, la peine peut monter jusqu'à 10 années d'emprisonnement. Cette histoire, je l'ai aussi racontée à Orphise, et je lui ai parlé du moment précis où j'ai appris
qu'il y avait d'autres victimes. Et au moment où elle m'a dit, non seulement qu'il y avait plusieurs filles qui avaient été agressées, qu'il en a violé au moins 2, a priori, et qu'en plus c'est des gens que je connais, parce qu'en fait, il m'a jamais donné leur nom, mais moi je sais que c'est des meufs que je connais, parce que je sais quand c'était, et je sais quels étaient les projets de ce mec-là à ce moment-là, et il ne travaillait quasiment que sur à l'époque, donc tu vois. Putain, bien sûr. Et en fait, j'ai été partagée entre un bref moment pas de soulagement, mais de me dire ah, mais comment j'ai fait. En fait, il y a un moment, je me suis même accusée de me dire mais comment j'étais suffisamment con pour penser que j'étais la seule. Oui, c'est une autre façon de se dévaloriser, bien sûr. N'arrêtons jamais de nous dévaloriser. On a été raised pour ça, donc tu vois. Donc la première truc, ça a été encore je me donne des petits coups et je me dis que je suis nulle. Et après, je me suis dit, ce qui m'a en fait envahi plus que le soulagement, ça a été la colère, mais une colère énorme. Et ce mec, j'ai réussi complètement à effacer. Pour moi, cette agression est presque un détail dans ma vie, en fait. Être agressée en tant que meuf, c'est un truc qui t'arrive tellement, mais tellement. Tant que ce mec-là ou un autre, en plus c'était il y a 10 ans, enfin qu'est-ce que j'en ai à foutre maintenant, rien, tu vois. Alors sur le coup, ça a pas mal remué la merde quand même, parce que ça te fait remonter des trucs, mais surtout, cette colère de me dire, mais attends, en fait, moi j'étais là avec mon petit truc que j'ai enterré, mais il y a d'autres filles. Et en fait, ça a été le truc que j'ai trouvé insupportable. C'est insupportable, pas seulement parce que d'autres femmes ont été la proie de mon prédateur. C'est insupportable parce que beaucoup d'autres femmes sont les proies d'autres prédateurs de ce milieu. Je voudrais vous raconter une anecdote que j'ai trouvée plutôt amusante. Quand j'ai commencé ce podcast, quelques personnes de mon entourage avaient déjà connaissance de ce qui s'était passé pour moi. Je me souviens de cet ami qui connaissait mon agresseur, qui avait travaillé avec lui et qui était atterré par ce qui était arrivé. Quand le premier épisode des Femmes Savantes est sorti, il m'a dit « C'est terrible, j'ai l'impression d'entendre parler de ce mec à chaque seconde de l'épisode. » Alors qu'en réalité, il n'est évoqué à aucun moment. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on pourrait croire que je ne parle et ne fais parler que de lui. Mais non, il y a bien plusieurs cas différents qui sont évoqués. Mon agresseur n'est certainement pas un monstre isolé. C'est un homme qui a su profiter d'un milieu où les prédateurs peuvent chasser en meute. Un monde où il est monnaie courante d'harceler, agresser, violer des femmes qui sont en situation de soumission hiérarchique et de précarité. Et c'est encore à elles, ces femmes, de porter leur statut de victime, de s'en expliquer, de le démontrer et d'avoir peur des conséquences si elles parlent. C'est ce statut de victime qu'a évoqué Béline lors de notre entretien. Il y a cette chose-là où, en fait, on peut ne pas être victime à vie, et il y a un truc comme ça où c'est difficile, quoi. Parce qu'il y a un truc où, en plus, toi, ça te réactive un trauma et qu'il faut que tu travailles suffisamment là-dessus pour réussir à aussi, toi, te sortir Enfin, en même temps, comment t'en sortir ? T'es absolument dedans, quoi, mais en tout cas, réussir à... en même temps, je vais dire une phrase qui m'énerve tellement, tenir tête, mais tenir tête, quoi. Enfin, il y a des moments où juste, tu peux pas tenir tête et c'est dur, quoi. En fait, c'est ça, j'en sais rien. C'est compliqué. Est-ce que tu penses qu'il y a de la compréhension qui se met en place autour des victimes qui parlent ? Ouais, il y a une compréhension. Enfin, j'ai l'impression que quand on a partagé l'expérience, il y a de la compréhension. Après, parfois, certaines personnes qui voudraient même être pleines de compréhension et de compassion, mais en fait, il y a quelque chose où parfois ça les dépasse, quoi. Il y a tellement de phrases qui peuvent être hyper maladroites qui sortent, mais même en fait de nous, parce qu'en fait on est plein de ça. C'est une culture qui a été elle est infusée en nous, quoi. Donc comment s'en dégager, voilà. Donc bien qu'il y ait plein de personnes qui essayent de comprendre, et en fait il y a c'est dur, quoi. On a du boulot à faire, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc sur entre autres la légitimité de l'agression qui est très compliqué. De se dire mais est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup de bouger un peu les choses ? Est-ce que ça vaut le coup d'en parler ?
Ouais, parce qu'il y a tellement de conséquences, en fait. Puis en plus, il y a différentes choses qui se mettent en place, parce qu'entre ton corps qui parfois essaye de refouler la chose, de l'oublier, il y a ton corps, il y a ton cerveau, et ensuite, il y a tout l'environnement dans lequel t'es, quoi, qui facilite pas souvent à la prise de parole, quoi, en fait. Est-ce que tu penses que prendre la parole, ça peut te mettre en péril d'être blacklisté ? Mais j'en ai eu très 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 longtemps peur, et là je crois que je me dis mais en fait non, parce que en fait juste à un moment donné c'est toi la victime, quoi. Donc la vie, ouais, non mais ça m'étonne encore d'utiliser ce mot-là, mais en fait je me dis bah oui évidemment, c'est fou en fait que la victime elle soit elle soit dans cette peur-là, c'est assez dingue, parce que je me dis mais puis blacklister, qui te j'espère, je me dis, mais la personne qui te blacklist parce que juste à un moment donné t'as témoigné sur une agression que t'as subie, bah clairement en fait qu'elle te blacklist, quoi, limite c'est pas une grande perte, quoi, mais en même temps c'est terrible parce que je dis ça et moi-même j'ai hyper peur des conséquences, quoi. C'est hyper complexe. Ouais. Mais en même temps je me dis mais s'il faut passer par des refus pour que ça bouge, ben alors passons-y, en fait, allons-y. Je pense quand même qu'on est juste dans nos droits, en fait. Le hashtag #MeTooThéâtre a émergé en 2021 à l'initiative de militantes qui ont créé un collectif du même nom. Les témoignages ont afflué sur la toile, mettant en cause des metteurs en scène et des comédiens de faits graves. J'ai lu les témoignages de ces femmes courageuses. J'ai lu aussi les réactions que ça soulevait. Et j'ai lu beaucoup de gens, en immense majorité des hommes, issus de tous les milieux, exprimer en moins de 280 caractères qu'ils trouvaient ça normal de violer des comédiennes. J'ai vu pulluler en ligne des menaces de violence, des menaces de mort, des menaces de torture, des menaces de viol à l'encontre de celles qui avaient témoigné à visage découvert. J'ai vu des gens défendre corps et âme des metteurs en scène dont ils ignoraient jusqu'à présent l'existence, simplement parce qu'ils ne supportaient pas que des femmes prennent la parole. J'ai vu les accusations de mensonges, de jalousie, de tentatives de destruction de carrière derrière lesquelles on aime se réfugier. J'ai vu un homme gagner plus en diffamation qu'il n'avait perdu en condamnation. Mais je vois aussi des gens prendre au sérieux les questions des violences sexistes et sexuelles un tout petit peu plus chaque jour. Et c'est pour ça que je le répète à la fin de chaque épisode. Courage. Ne lâchons rien.